Et donc, le film d'Élodie sera visionné dans la salle 1. Voilà. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on a mené un projet avec des personnes concernées directement par un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Aujourd'hui, donc, à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme, on a voulu mettre en valeur justement les personnes qui sont directement concernées. Donc aujourd'hui, il y en a plusieurs d'entre elles qui sont présentes. Donc je les invite à me rejoindre. Au final, donc, il y a 17 personnes qui se sont portées volontaires. Donc France entière, âgée de 21 ans à 67 ans, avec donc des profils qui vont être divers. On a voulu aussi lutter contre les clichés. On peut être autiste et pas forcément derrière un écran et travailler uniquement dans le secteur informatique. On peut être présent sur tous les postes. On ne nous voit pas forcément, mais on porte avec nous un handicap au quotidien. On peut aussi travailler, certains d'entre eux travaillent dans des relations d'aide à la personne. Donc on peut être autiste et disposer d'une empathie, comprendre l'autre. Voilà, on a pu développer cette compétence. Souvent, en analysant autrui, on peut du coup avoir une compétence assez fine de ça. Au travers de ce travail, on a aussi voulu mettre en valeur les forces, les qualités et les compétences d'une personne autiste pour montrer que finalement, c'est une richesse en entreprise de pouvoir travailler ensemble. On peut être assez complémentaires dès lors qu'un travail en amont de sensibilisation peut être fait. Effectivement, nous, on fait des efforts au quotidien, donc on fait des petits pas de notre côté. Peut-être qu'encore, on peut s'améliorer en faisant des petits pas de l'autre côté. Donc on a aussi besoin des structures donc, qui sont présentes aujourd'hui, des associations qui vont sensibiliser les entreprises à nos spécificités. Aussi, je remercie chaque personne qui a accepté de témoigner parce qu'ils sont finalement livrés à cœur ouvert, notamment sur leurs difficultés. C'est pas forcément quelque chose de simple, mais cette analyse vis-à-vis de nos difficultés, cette prise de conscience, elle est forcément nécessaire, puisque c'est grâce à ça qu'on peut s'insérer et savoir quels sont nos besoins et nos limites. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas forcément de... On peut tous, j'espère, en tout cas dès lors qu'on arrive à se comprendre, s'insérer professionnellement. Ce qui est avant tout très important, c'est de savoir où se situent nos limites, donc pour ne pas lutter contre nos spécificités, mais travailler avec. Alors certains d'entre nous, on l'évoque, il y a beaucoup de personnes qui ont des spécificités de l'ordre sensoriel, donc avec des besoins d'avoir des bureaux fermés pour être isolés du bruit. Également, beaucoup d'entre nous, vous verrez, finalement, on a fait le choix de ne plus travailler entre entreprises parce qu'on peut avoir des difficultés communicationnelles. On peut finalement renvoyer une perception à autrui comme des personnes très directes, très franches et malheureusement qui peuvent être agressives. Ce n'est pas forcément notre cas, mais c'est que dans notre manière de fonctionner, finalement, on est assez focalisé sur l'action à mener. Et donc, en toute fin aussi de ce portrait, donc, je ne vous ai pas expliqué ce que c'est exactement. Donc, ce film prend la forme de 17 portraits de personnes avec une trame qui est suivie pour chacun d'entre eux. Et donc, en toute fin, chacun d'entre eux a un message spécifique à faire passer. Il peut être adressé aux candidats, aux entreprises, ou même un message d'espoir aux personnes qui sont concernées par un TSA sans déficience intellectuelle. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous aurez plaisir à visionner ce film. Moi, je tiens surtout à remercier les personnes donc, qui ont accepté de se porter volontaire pour que ce projet puisse prendre naissance. Voilà, je pense que ça, finalement, c'est assez cohérent que les personnes concernées puissent s'exprimer. Je pense que ce sera nécessaire, en fait, pour avancer vers l'inclusion, que nous aussi, on puisse finalement se livrer et vous expliquer quel est notre quotidien. On écrit beaucoup sur nous, mais finalement, qui on est et comment on fonctionne, on le sait finalement assez peu. Vous verrez, je finis, vous verrez aussi que dans le film, il y a quelques personnes que vous reconnaîtrez, donc notamment Jean-Philippe Piat, qui est auteur sur l'autisme et aussi formateur. Mathieu Lancelot, qui est docteur en linguistique autour de l'autisme, qui est aussi concerné par un trouble du spectre autistique. Et enfin, Sonia Fiquet, pour ceux qui peut-être qui la connaissent.
Voilà, je tiens vraiment à remercier sincèrement chaque personne. Il faut être résilient, présenter une certaine force, être très courageux pour s'exposer à une journée qui peut rassembler différentes personnes. On peut craindre que finalement les personnes de notre entreprise nous reconnaissent. C'est surtout eux que je souhaite qu'on remercie. Voilà. Merci pour votre attention et voilà, merci pour votre travail au quotidien, votre engagement. Vous faites de belles choses pour nous et on espère qu'on pourra faire de belles choses avec vous. Voilà. Bonjour. Moi, je suis chargé de vous parler aujourd'hui de la préparation au travail. Toutes les tentatives qu'on mène pour favoriser les jeunes à l'inclusion dans le milieu du travail, que ce soit au sens large ou en milieu protégé. On a tourné un petit film que je ne sais pas quand est-ce qu'il va commencer, qui illustre les travaux que l'on mène. Donc, c'est plus particulièrement... Non, c'est pas ça, ça ne fonctionne pas. C'est plus particulièrement aux ateliers du Clos de Sésame à Paris, qui est un local, un bâtiment qui est associé à notre établissement qui s'appelle le Clos de Sésame et qui accueille des adolescents que l'on prépare justement notamment à l'inclusion au travail, à la préparation au travail. On a aussi la Maison de Sésame qui accueille des jeunes enfants et puis le foyer Bellecombe qui sont dans le même secteur géographique et qui nous permettent de travailler un petit peu en coordination entre ces trois établissements et plus particulièrement donc au niveau de ces ateliers de Sésame. Alors voilà, donc ça c'est la présentation de ces trois établissements. Évidemment, on va être plus centré sur l'IMPRO de Montagny, qui est le Clos de Sésame, et vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'activités, par exemple le conditionnement qui nous permet de travailler sur des pièces qui sont à monter pour une société qui s'appelle Ajuva, et on travaille donc pour cette société qui nous donne du travail et qui nous demande de monter des drisses et des éléments de ligne de vie parce que cette société Ajuva, elle s'occupe de sécurité sur les chantiers en hauteur. Et donc, on monte ces pièces, vous voyez, avec des renvois d'angle, des boulons, des écrous. Et les jeunes ont chacun un poste de travail, des pièces qui sont alignées, et ils sont chargés de construire et d'élaborer ces pièces avec un cahier des charges qui est assez précis. Et donc, on est véritablement déjà dans quelque chose qui demande du séquencement. Une bande de séquençage sont souvent là pour les aider, des repères pour mesurer la longueur, pour faire les nœuds, avec ces mousquetons et avec ces ensembles de pièces. Voilà, on voit ici justement les étiquettes qui leur permettent de se repérer. Et puis, effectivement, là, ils ont des ardoises où ils notent le nombre de pièces qu'ils fabriquent. Et ce comptage va être reporté dans des tableaux, on va dire, des tableaux d'objectifs avec les pièces que l'on doit monter au total et puis celles en vert qu'ils ont déjà, écrites en vert, qu'ils ont déjà construites. Donc on voit la répartition, on est véritablement comme dans une usine, hein, avec son poste de travail, avec les caisses qui portent les pièces. Et donc les jeunes sont là confrontés, vous voyez, chacun à son poste de travail, à des situations qui sont le plus proches possible d'un travail en usine. Et on a aussi à regarder, vous voyez, la précision, et ça demande évidemment
quelques qualités en motricité fine, en capacité à comprendre qu'est-ce qu'on fait et comment on le construit. Alors on a 2 jeunes, effectivement, qui viennent de l'extérieur et qui sont d'autres établissements et qui, Naofel et Sephora, qui sont ici pour faire des essais. Donc on est véritablement dans l'apprentissage où on va leur donner ce travail à faire et en fonction de leur capacité, eh bien, ils pourront intégrer progressivement ou plus complètement les travaux que l'on mène dans ces ateliers de Sésame. Là, vous avez quelques photos qui retracent un petit peu toutes les scènes que l'on peut voir au niveau de ces ateliers de travail. Donc durée, organisation, capacité à travailler avec les autres, à se coordonner, qualité du travail rendu et puis capacité à progresser dans un objectif finalement, eh bien, de rentrer en ESAT par exemple. Et ces ateliers de Sésame, ils sont situés dans des locaux qui sont dédiés. Donc on n'est pas dans l'établissement même, on est ailleurs, on va travailler. Et c'est suffisamment proche pour que le déplacement ne soit pas quelque chose qui nous prenne trop de temps en termes de logistique. On est à 500-600 mètres de l'établissement. Là, on voit les tableaux en fait qui sont remplis. Alors ensuite, on a un atelier technique. Alors on appelle ça technique, c'est plutôt un atelier bois en fait, où un ensemble de machines. Il y a 2 machines à bois qui sont disponibles pour les jeunes qui peuvent ou construire des objets qu'ils ont choisis à partir de thèmes et qu'ils peuvent remporter chez eux, ou même des réparations. Des fabrications de cadres, de tableaux. On voit là la matière première, on utilise des palettes et ça leur permet là aussi de s'entraîner à l'utilisation de machines-outils et à la création et la réparation d'objets, de meubles, de cadres, de photos. L'atelier couture, là, qui est un atelier qui est plutôt technique parce qu'on utilise effectivement des machines à coudre qui demandent une expérience déjà avancée. Donc les jeunes qui ne sont pas en capacité d'aborder cette machine immédiatement, on leur confie d'autres travaux sur du découpage et sur du tissu intissé, du dessin et du découpage qui est plus facile. Et ceux qui sont expérimentés, ils utilisent ces machines à coudre pour effectivement faire les travaux qu'on fait avec une machine à coudre. Et donc ça demande beaucoup de précision, de la motricité. Pour ceux qui ont utilisé déjà ces machines, on sait qu'il faut avoir les doigts près de l'aiguille. Et donc il faut être prudent et bien avoir l'habitude de manipuler. Et chacun comme ça évolue à son rythme et peut, vous voyez là les tissus plats qui sont utilisés pour faire ou la couture, et là bien effectivement ils sont en capacité de faire des sacs à pain, des sacs de tarte, des petites bourses pour l'activité course, des coussins, des petites bandes aussi pour aller au match de foot et jouer les supporters. Là on voit les bourses pour faire les courses. Voilà l'ensemble des éléments qu'on peut voir, là, les bandes effectivement qu'on se met au poignet pour soutenir son équipe de foot, de rugby ou autre. Donc toujours si vous voulez, des activités qui ont du sens et qui permettent aux jeunes de sentir que ce qu'il fait sert à quelque chose. Et évidemment, toutes les activités, elles sont soutenues par soit des bandes de séquençage, soit des repérages avec les étiquettes qui matérialisent, qui représentent l'objet à identifier. Là, on est donc dans l'atelier lingerie, avec 2 machines à laver, une grosse machine à sécher le linge de plus de 20 kg, donc des machines qui sont, on va dire, industrielles, qui sont faites pour la collectivité. Et là, les jeunes récupèrent le linge sale des différentes maisons du Clos de Sésame,
maisons qui sont repérées dont le linge est repéré par des sacs en couleur, qui permettent de savoir de quelle maison il provient. Et là, donc, le linge sale est traité, lavé et ensuite replacé, plié, on va le voir d'ailleurs, des gros volumes on sépare les gros volumes, hein, du linge plat, les draps et autres housses de lit, des autres, des couvertures ou même on va dire des habits qui sont plus encombrants, voilà. Et puis ici, on voit un jeune qui plie le linge et qui utilise un gabarit qui lui permet de plier correctement avec la dimension qui va bien. Toujours là, on revient sur ces étiquettes qui permettent de repérer avec les couleurs quels vêtements vont vers quelle maison du Clos de Sésame. Voilà, là, les linges sont réaffectés dans les caisses qui correspondent. Donc, on a ensuite, vous voyez, il y a une multitude d'ateliers quand même. Là, ici, c'est l'atelier cuisine qui nous permet, qui permet aux jeunes de préparer des repas ou qu'ils vont manger à midi, là, dans la journée de travail. Qui va servir aussi d'atelier cuisine pour faire des expérimentations et avec l'ensemble des outils qui sont nécessaires, et vous verrez qu'on va retrouver à nouveau le repérage systématique sur les façades on l'a vu d'ailleurs je crois, les façades des tiroirs et des placards pour qu'on sache immédiatement qu'est-ce qu'on va trouver dans le tiroir pour pouvoir trouver et on goûte à la fin. Voilà, et puis ensuite, évidemment, vous avez la salle de motricité qui sert à faire un peu de sport, beaucoup de détente après la journée ou la période, la phase de travail. Et donc, c'est quand même très bien pour reprendre ses esprits avant de retourner dans son établissement. Voilà. Donc, tous les travaux qui sont menés à Sésame pour favoriser l'accès au travail des personnes qui sont accueillies chez nous. Donc, dans la continuité de ce que vient de dire Monsieur Franc, on va vous présenter un tout petit film du dimeur Henri Salva, qui travaille également avec un des partenaires qu'on a vu tout à l'heure à Juva. Donc là, on n'est pas dans l'établissement, mais c'est l'établissement qui se déplace chez Ajuva avec exactement le même système de repérage, avec les bandes de séquençage, avec les bacs, tout ça pour le tri. L'entreprise s'adapte au plus près des besoins des jeunes que nous accueillons avec des troubles du spectre autistique. J'ai croisé les jeunes et leurs éducatrices dans l'atelier. Je trouve qu'ils y apportent une bonne ambiance et je suis très content qu'ils viennent donner un coup de main à l'entreprise. Je viens de travailler à Juva. Je travaille dans 20 minutes, je fais une pause et je travaille, c'est facile. Et je suis très contente de faire partie d'une société qui pense aux jeunes à inclure dans le monde du travail. Après, c'était Monsieur Guy de AFG. Je ne sais pas s'il est là. J'allais voir où il était. Il n'y est pas. Bon, c'est pas grave, on va avancer, on va permuter. Monsieur Forest, si vous voulez venir, comme ça, on fera AFG après, parce qu'apparemment, il doit être encore sur son stand. Je n'ai pas été voir avant, désolée. Si ça vous embête pas.
C'est bon. Bonjour à tous. Donc j'interviens au sujet des compétences informatiques avec quelques diapositives rapidement et puis possibilité ensuite pour ceux qui le souhaitent de venir me rencontrer et également de poser aussi des questions par rapport à ça. Alors, on raconte beaucoup de bêtises au sujet des aptitudes des personnes, notamment des jeunes autistes, en ce qui concerne l'informatique, notamment dans les médias. Et puis pas plus tard qu'hier soir, j'étais devant le journal d'Antenne 2, et c'est vrai que j'ai remarqué que le sujet était très très rapidement traité et qu'on revenait encore sur ces clichés des personnes qui sont en haut du spectre autistique et qui vont se débrouiller très bien en informatique. Alors, ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos, il est plus de montrer effectivement comment, petit à petit, on peut introduire l'outil informatique à la fois dans la vie quotidienne, également dans la vie sociale et dans la vie professionnelle. Alors, en ce qui concerne Handicap Réussir, dont je suis le responsable, nous avons acté beaucoup en direction de la vie professionnelle. Et je ne vais pas faire ce matin quelque chose qui nécessiterait une journée complète pour faire un peu tout le tour. Je vais juste faire un survol de ce que nous essayons de faire par rapport à les jeunes aujourd'hui, tels qu'ils sont. Et puis, je vous fais signe pour les diapos, hein, c'est bon? Voilà. Alors, voilà. Alors, notre projet numérique, c'est très rapide, c'est vraiment à toute allure. Il s'agit de rendre accessibles à tous les outils numériques, à la fois pour la vie quotidienne, sociale et vie professionnelle. Ensuite, viser une certaine autonomie. Également l'aspect financier, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un certain nombre de produits qui sont, par exemple, des ordinateurs recyclés, des smartphones aussi, d'occasion. Il existe beaucoup de choses, mais qui sont mal connues. Et donc, nous essayons, nous, de mettre en avant, avec de nombreux partenaires, évidemment, des équipements performants à moindre coût, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est très important. Ensuite, il y a d'autres, sur la région lyonnaise, d'autres structures de proximité vers lesquelles on peut accompagner effectivement les personnes, qui sont parfois plus adaptées que ce que nous, on essaye de faire. Et puis, ce qui est très important pour nous, c'est d'utiliser des applications qui sont vraiment validées par la recherche universitaire et qui ne sont pas un petit feu de paille, comme on en voit beaucoup en ce qui concerne l'informatique. Ensuite, c'est très important auprès des personnes en situation de handicap et en particulier sur l'autisme, de valoriser les réalisations numériques. Alors, d'une manière ou d'une autre, mais c'est très important de mettre en avant des choses qui sont produites et qui sont intéressantes et surtout qui peuvent servir à tout le monde. Alors, très rapidement, aujourd'hui, le numérique, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Donc, on a effectivement des supports très multiples. Donc, vous voyez, quand on parle du numérique, ça va toucher effectivement le smartphone, la tablette, l'ordinateur. Je n'oublie pas les jeux vidéo, en particulier les jeux de stratégie, qui développent un certain nombre de compétences. Et enfin, les masques virtuels, qui aujourd'hui occupent une place importante. Alors, en ce qui concerne les usages, aujourd'hui, on va voir très, très nettement chez des personnes autistes, quel que soit leur degré sur le spectre, des usages variés, des savoir-faire et des habiletés qui sont déjà présentes. Il y a déjà des choses sur le déjà là. Alors, beaucoup sont passionnés par les chaînes YouTube, bien sûr, puisqu'il y a... Alors, YouTube, c'est comme plein d'autres choses. Il y a du bon, du moins bon, et vraiment du très mauvais. Ensuite, il y a tout ce qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux,
Instagram notamment, voilà, TikTok que vous voyez en bas, et qui font qu'il y a aujourd'hui plein de choses. Et ce qui est important dans la formation, c'est qu'on fasse un peu le tri là au milieu, mais en même temps qu'on soit capable de repérer des aptitudes qui sont là présentes, qui vont aller petit à petit vers ce qu'on appelle les compétences, je vais y arriver. Ensuite, il y a tout ce qui tourne autour du dessin et de la musique. Par exemple, Canva, Upbeat, donc un dernier site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. On peut faire plein de choses avec. Voilà. Et puis, bien sûr, tout ce qui est jeux vidéo, il y a différentes... tout ce qui peut se passer là-dessus. Donc, c'est-à-dire que quand on regarde le numérique, on entre dans un milieu où il y a un foisonnement de ressources. Alors, ce que je voulais attirer votre attention sur des choses que beaucoup d'entre vous connaissez déjà, c'est que les interactions entre la personne autiste et l'écran sont souvent quelque chose qui est à la fois du domaine de la fascination et en même temps de découvertes qui peuvent aller évidemment jusqu'à ce qu'on appelle un peu une forme d'esclavage. Le premier point, c'est qu'au niveau informatique, on a un langage qui est effectivement accessible, et en particulier le processus informatique, grâce au comportement stable, par exemple, de l'ordinateur, peut donner un cadre rassurant et, je le maintiens, peut effectivement, moyennant parfois des accompagnements, acquérir certaines clés de compréhension. Alors ça va être la compréhension du monde, à condition que ce soit bien quelque chose qui soit accompagné. Ensuite, tout ce qui est l'environnement informatique, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ça va être effectivement des stimuli dans un cadre extrêmement contenant. L'écran, effectivement, si vous voulez, symboliquement, représente un univers, et cet univers, il est créé par la personne. Donc ce qui est important, c'est de voir l'interaction avec la machine et ce qui se passe, et en particulier développer des choses qui peuvent aller jusqu'à une compétence, par exemple la concentration. En particulier dans le domaine même du travail, vous voyez sur la diapositive de gauche, on peut effectivement s'enfermer également avec un casque et pour ne pas entendre tous les parasites, le bruit, les différents points, etc., qui sont là-dessus. Alors, on constate assez vite, quand on étudie un peu l'accès à l'informatique, c'est qu'il y a un traitement de l'information qui est vraiment spécifique. Et donc, c'est là où nous, neurotypiques, on va effectivement parfois ne pas tout comprendre. Et donc, il y a tout un travail à faire pour essayer d'entrer un peu là-dessus. J'aime bien l'expression du penseur visuel, vous voyez, qui va associer de façon originale toutes les images. Il va se frayer un chemin qui n'est pas toujours celui que l'on attend. Et ça peut être, notamment en formation, poser parfois certains problèmes. Alors, le point sur lequel je voudrais insister ce matin, c'est qu'on peut avoir des savoir-faire, des habiletés, des tas de choses, mais on n'est pas pour autant au niveau des compétences. C'est-à-dire que la compétence, on essaye de la définir à partir de 3 éléments. Il y a évidemment les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Et tous ces 3 éléments sont intimement mêlés. Et on peut parler que petit à petit d'installation de compétences, sachant bien qu'une compétence, ça se développe tout au long de la vie. Et qu'on n'a pas une compétence. Je vous interdis d'utiliser le verbe avoir. Non, on va vers. Et puis les compétences, pour moi le premier, on le fait jusqu'à la fin de sa vie éventuellement. Voilà. Alors, en ce qui concerne notre référentiel, on dit qu'à réussir, on a 9 domaines qui touchent notamment les compétences dans le monde professionnel, mais qui souvent sont raccrochés
à des compétences de la vie quotidienne et 38 items. Donc je ne vais pas ce matin développer tout ça, mais c'est le chemin qu'on va essayer de prendre. Et je vais m'appuyer maintenant sur quelques exemples concrets de personnes autistes que nous avons accompagnées. Alors, un premier exemple avec Ophélie, qui, elle, a eu un long parcours en IME et qui est diagnostiquée depuis peu de temps. Donc, Ophélie, ça remonte à 2020 à peu près. Et donc, elle est accompagnée par une structure médico-sociale, etc., et nous est envoyée pour voir travailler les compétences clés. Alors, elle possède au niveau outils un logiciel qui combine le traitement de texte, la synthèse vocale avec des pictogrammes. Donc, je passe là-dessus parce que beaucoup de choses déjà sont faites pour rendre les choses accessibles. Voilà. Alors là, on s'est appuyé sur la cuisine, et tous ceux qui se régalent avec une charlotte au chocolat savent que c'est effectivement quelque chose de délicieux, mais Ophélie, elle avait de la peine à réaliser dans son quotidien, en allant chercher sur Internet, il y avait plein de choses qui ne lui convenaient pas ou qu'elle ne comprenait pas. Donc l'objectif, ça a été de l'amener petit à petit, à partir de son centre d'intérêt, à rassembler une documentation, donc des images, du son, du texte. Donc ça a été notre travail. Et puis à partir de là, surtout maintenant avec l'intelligence artificielle, donc on accède à énormément de choses. Et elle va chez elle, elle réalise la charlotte, nous la fait goûter bien sûr. Et ce qui est intéressant comme renforçateur, c'est qu'elle explique à d'autres du même âge à peu près chez nous, qui vont effectivement réaliser là-dessus. Et elle explique son savoir-faire. Donc en fait, les compétences en haut, vous voyez, qui sont rédiger un texte court et communiquer, très souvent on les annonce comme ça dans les groupes, dans les organismes de formation. En réalité, ce qui est intéressant là, avec Ophélie, c'est la démarche qui a été utilisée. Je ne dis pas qu'elle est splendide. On est au niveau 1, c'est-à-dire qu'on est au tout début de constitution d'une compétence. Après, cette compétence, cette situation-là, il va falloir la transférer sur d'autres situations, progressivement, pour commencer à dire, ben voilà, le degré de compétence à 30 ou 40%, il y a à peu près, et puis la personne va effectivement continuer. Un autre exemple, alors voilà, Pablo, les compétences, c'est rechercher de l'information, élaborer un récit, communiquer. Les photos vous indiquent tout de suite toute l'aventure là, du Titanic. Voilà. Et lui était passionné effectivement par les navires. On ne sait pas pourquoi, un grand intérêt. Donc il avait monté un album de photos, un portfolio. Et par contre, très peu d'aptitude pour l'écrit. Et finalement, on s'est branché sur la question du Titanic avec l'élaboration d'un canevas, la mise en forme avec PowerPoint et beaucoup de choses avec effectivement la musique du film. Voilà, Cameron aujourd'hui est à Paris, hein, peut-être qu'il y en a qui le savent, et le Titanic a été quelque chose qui a beaucoup fasciné. Et donc en fait, la recherche de l'information, ça a été amasser effectivement des documents. Ensuite, essayer de mettre de l'ordre pour raconter à d'autres. Et donc, ce qui a été précieux là, c'est que Pablo n'avait jamais un minimum d'essayer de communiquer un peu avec d'autres. Et il s'est aperçu qu'avec les questions des autres, tout doucement, il a pu effectivement avancer. Là aussi, on est au tout début de pas mal de séquences, sachant bien que pour Ophélie et pour lui, pour Pablo, ça a été un parcours de plus de 20 heures, plus du travail, bien sûr, à la maison. Un troisième et dernier exemple, au niveau compétences, c'est d'abord il y a le travailler à distance. Tous ceux qui travaillent à distance savent très bien, comme moi, que ce n'est pas si simple que ça. C'est facile à dire, mais à réaliser, c'est plus compliqué.
Et puis apprendre à collaborer. Donc on a des outils aujourd'hui au niveau du numérique qui aident beaucoup à cette collaboration. Et donc ce Gaëtan en question, 24 ans, a abandonné son parcours dès qu'il est arrivé en classe de seconde, des primes, etc. Et c'est un garçon qui était en train de complètement se replier sur lui. Et il a 2 centres d'intérêt, le piano et l'informatique. Par contre, il s'est énormément investi dans le domaine du jeu. Mais pas le jeu en tant que la question, je vais dire, légère, ludique, mais le jeu vraiment de stratégie. Et donc, la nuit en particulier, il est en lien avec d'autres jeunes et ils font vraiment des choses intéressantes. Alors, comme ça se passe la nuit et que moi j'ai besoin de sommeil, évidemment, mais il m'a raconté et j'ai suivi un jour ce qu'il avait. Et par chance, on a un autre stagiaire qui, lui, avait fait une formation qui actuellement continue encore. Il est vraiment à un très haut niveau batterie. Voilà. Et petit à petit, on les a amenés tous les deux à essayer d'avoir un projet commun à partir d'un travail de musique. Et on est même allé jusqu'à un site internet. Pour ceux qui connaissent Wix, par exemple, c'est un squelette qui est déjà presque tout prêt. Et il suffit de savoir un peu l'utiliser. Et ça permet des réalisations. Alors, cette réalisation n'a jamais été publiée tout simplement parce qu'eux ne le souhaitent pas. Par contre, la démarche qui a été utilisée est intéressante parce qu'on a essayé de relier les spécificités de l'autisme, les objectifs du monde professionnel, et puis ne pas rester que sur des choses mécaniques de savoir-faire, mais qui sont vraiment des compétences qui, de toute façon, seront appréciées en entreprise. Aujourd'hui, Gaëtan est embauché, donc avec un CDD, mais enfin, bon, il est quand même rentré là-dessus, et il va pouvoir accéder à ce qu'on appelle le web designer. Voilà, donc c'est quelque chose qui... Mais tout ça, ça prend du temps. Alors, juste pour synthétiser un petit peu rapidement, d'abord, la compétence informatique, c'est quelque chose qui se construit. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis une bonne fois pour toutes. Et puis, c'est tout un processus, et c'est jamais acquis, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, les ressources et les outils étant extrêmement nombreux aujourd'hui, c'est important qu'il y ait un accompagnement qui soit fait par des gens qui sont compétents également dans le domaine du handicap et de l'autisme, mais qui sont également capables d'accompagner sur ce cheminement qui souvent prend effectivement beaucoup de temps. On n'est pas là uniquement sur les objectifs du monde professionnel, on est là aussi pour faire un cheminement à partir de tout ce qui fait la personne. Le dernier point, concernant surtout les savoir-être, il est très important que par rapport à tous ces outils, petit à petit, la personne autiste prenne du recul par rapport à ça. Alors je passe sur toutes les questions d'esclavage dont je parlais tout à l'heure, et puis de réflexion un petit peu sur cet outil. Et donc, on ne va pas être uniquement sur des attirances, j'aime, j'aime pas, ou bien sur des pulsions qui font aller vers tel ou tel site internet, mais on va être sur quelque chose qui amène des éléments de formation et avec beaucoup de persévérance, on arrive à des résultats. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Nous sommes sur Villeurbanne. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai quelques feuilles là tout à l'heure. Et je suis prêt à répondre aux questions s'il y en a dans la salle. C'est vrai que c'est un sujet qui mérite au moins une journée de formation quand on essaye de regarder un petit peu tout ça, et puis qui nécessite que, en formation, on ait le souci de trier ce qui fait avancer effectivement la personne, qui est intéressant.
Et on n'est plus dans une consommation, on va être sur un minimum éducatif qui va faire que la personne va être tirée par le haut et donc effectivement progresser. Des questions? C'est bon, je reste à peu près là toute la journée, donc c'est possible de me trouver au moins dans les couloirs. Merci. Oui, et ben, mais il y avait Monsieur Guy avant vous, en fait, on a permuté, donc du coup, bah voilà, on va avoir, il va vous donner la clé. Là, vous permutez la clé en plus, c'est top. Voilà, donc Cyril Guy. Alors bonjour, enchanté, je m'appelle Cyril Guy, je suis éducateur au CESA d'Émile Zola. On est situé sur la commune de Villeurbanne. Et donc je vais vous faire une petite présentation un petit peu sur l'accompagnement des élèves avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc il s'agit plutôt d'un retour d'expérience. Il ne faut pas prendre ça comme une vérité absolue. Voilà. La formation professionnelle et l'emploi des élèves avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc la première question qui se pose, ça va être forcément l'orientation scolaire et professionnelle, notamment durant la 3e année de collège et lors de la terminale. Donc des questions, qu'est-ce que va devenir mon fils, comment faire en sorte pour trouver une formation qui correspond un petit peu à ses attentes, etc. Alors, les premières difficultés qu'on rencontre quand on a un jeune, quel qu'il soit d'ailleurs, ça va être la question de qu'est-ce que va devenir mon fils, et donc avoir déjà un avis définitif sur ce qu'on va faire plus tard en 3e, c'est déjà très compliqué, encore plus donc, quand on a un trouble du spectre de l'autisme avec la difficulté de se représenter un métier dans sa globalité. Et ça, je vais parler plutôt en tant qu'éducateur, pour le coup, trouver une formation sans décider à la place du jeune. Ça, c'est vraiment des fois compliqué, surtout si la communication n'est pas efficiente, si le jeune est non-verbal. Voilà, alors on va essayer de mettre en place des stratégies en pointant, voilà. Donc ça va être globalement les difficultés qu'on va rencontrer. Alors pour ça, l'Éducation nationale propose des périodes de stage. Donc on va y venir sur les slides suivantes, s'il vous plaît. Donc quelle stratégie adopter? Alors, la première, en tant que professionnel, moi, ce que j'essaye de mettre en place rapidement, ça va être des stages. Alors, pardon, je vais un petit peu trop vite. Donc, d'abord, il va falloir effectivement identifier les ressources. Alors, il y a le centre d'information et d'orientation, le CIO, qui se trouve un peu dans chaque commune, la mission locale qui pourra également vous aider, la psychologue scolaire, les forums des métiers, le réseau personnel aussi, qui est très important, qui va être plus tard pour la question qu'on pourra utiliser pour mobiliser pour des stages, et également les enseignants ULIS, les CPE qui peuvent être aussi une aide dans le choix de l'orientation. Voilà. Alors, conforter son projet professionnel grâce à l'expérience, donc ça c'est un point très important dans le processus, j'ai envie de dire, ça va être de mettre en place des stages courts et des mini-stages. Alors, il y a une petite nuance. Les mini-stages, quand on parle de mini-stages, ça va être un stage que va réaliser l'élève dans l'enseignement professionnel, dans le lycée directement. S'il veut faire de la cuisine, alors il va aller voir un atelier de cuisine. S'il veut réparer des voitures ou faire de la carrosserie, donc il va réaliser un petit stage au lycée, par exemple Émile Béjouy, en carrosserie. Et donc des stages courts, donc là c'est plutôt l'idée d'aller dans les entreprises et tout simplement d'aller observer ce qui se passe dans l'entreprise pour, par exemple, le métier de carrossier. Il est important de multiplier les stages, quitte à faire des stages d'une demi-journée. Personnellement, je trouve ça suffisant, ça permet aux jeunes de se représenter de ce qu'est le métier, voilà, dans sa globalité de ce que je disais tout à l'heure.
Par exemple, j'avais un jeune, pour le coup, passionné d'automobile, qui est capable de vous dire combien il existe de boulons dans un moteur de voiture. Par contre, quand il a réalisé un petit stage à Émile Béjouy en carrosserie et en tant que réparateur automobile, très vite, il a compris que ce n'était pas pour lui. L'ambiance de travail, la propreté, il était à des années-lumière de ce qu'il aimait. Et au niveau sensoriel, ce n'était pas possible pour lui, c'était incompatible. Donc très vite, l'idée de ce choix a été écartée. Et donc il a réalisé plusieurs stages, et notamment un en production, service et restauration. Donc c'est tout ce qui va être les cuisines de collectivité. Et pour lui, ce qui lui plaisait dans ce métier-là, c'était le fait qu'il n'y ait pas de bruit et que ça soit propre. Voilà. Et ça, il a pu conforter son projet justement en réalisant plein de petits stages. Puis après, il a réalisé ce fameux mini-stage en lycée pour vraiment conforter son projet professionnel. Alors, il y a un point qui est aussi important à s'assurer, c'est la faisabilité du projet, qu'il soit cohérent par rapport aux envies du jeune, aux particularités sensorielles. Le jeune en question que je vous disais, forcément, le bruit en carrosserie, c'est des gens qui tapent sur la carrosserie à longueur de journée. Vous avez beau mettre un casque, mais bon, il faut le porter quand même 7 heures par jour, fois 5 jours par semaine. Voilà. Il y a aussi les odeurs en peinture, etc. Donc voilà, allez vérifier quand même que ça soit compatible par rapport aux particularités sensorielles, aux capacités cognitives, parce qu'il y a forcément des métiers, dans le cadre de leur scolarité, ils peuvent avoir eu un retard au niveau des apprentissages, et par exemple, devenir avocat, quand déjà tout juste on a eu le CFG, il faut quand même avoir un projet qui soit cohérent. Au niveau moteur, par exemple, je pense à des jeunes pour qui la motricité fine, ça peut être très compliqué, et d'aller s'orienter vers des métiers où on va avoir une exigence, où il va falloir être très méticuleux, ça va peut-être être compliqué. Alors je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut quand même avoir tous ces éléments-là, des métiers où on va être sur des compétences sociales également. Est-ce que le jeune il est en capacité de tenir une conversation? Est-ce qu'il comprend vraiment tout le vocabulaire qu'on peut être amené à lui transmettre, à communiquer avec lui? Les contraintes du métier, donc les horaires. Par exemple, quand vous travaillez en cuisine de collectivité, vous pouvez être amené à commencer à 6h30. Donc si vous avez déjà 30 minutes de bus, il faut savoir que les bus ne commencent pas tous à 5h du matin. Il y a des contraintes comme celle-ci. Donc ça, en termes de fatigabilité, est-ce que c'est jouable aussi? Voilà, et dans le cadre de la formation, est-ce que le jeune a besoin d'une ULIS, pas besoin d'une ULIS, d'une AESH? Et il y a aussi la question de l'alternance qu'on ne prend, à mon goût, pas suffisamment en compte, même si ce n'est pas tous les élèves qui peuvent s'orienter via l'alternance, mais c'est quand même, je pense, une filière à explorer dans la mesure où le jeune est, on va dire, la moitié de sa scolarité en formation professionnelle, et c'est là où ils apprennent le plus la pratique du métier. Voilà. Donc après se pose donc forcément la question de la formation professionnelle. Une fois qu'on a intégré, donc qu'on a fait son choix de lycée, nous allons par exemple intervenir directement dans les établissements scolaires et dans les entreprises. Et il y a une question qui est très importante, c'est la question de la coopération. Tout seul dans son coin, ça va être très compliqué d'aider l'élève dans sa formation professionnelle à progresser. Et donc, il faut vraiment avoir ensemble donc la volonté d'agir pour le jeune, vraiment tous ensemble, et de mettre en place ensemble les adaptations éventuelles, alors qui peuvent être sensorielles, visuelles, tout un tas d'adaptations possibles. Voilà, il y a la question du diplôme qui est très important pour les familles et aussi pour les lycées. C'est une question que nous, on aborde très souvent. Est-ce que le diplôme est un élément essentiel du devenir professionnel de l'élève? Moi, je ne pense pas. Des fois, ce qui est important, c'est d'aller chercher des compétences professionnelles. S'il n'a pas le diplôme, ça fera
il pourra quand même travailler. Ce qui est important, c'est d'aller chercher des fois des compétences professionnelles qui sont transposables d'un métier à un autre. Savoir respecter les horaires, ouvrir un casier, demander de l'aide, dire à un employeur j'ai terminé, je n'ai pas compris. Alors je n'ai pas compris, je vais revenir quelques instants dessus. Pour le coup, c'est quelque chose qu'on a essayé de travailler au CESAT d'Émile Zola, et c'est un accompagnement qui n'est pas forcément facile, puisque se représenter quand est-ce qu'on n'a pas compris, tous n'y arrivent pas forcément. Donc on a beau essayer de mettre en place des stratégies, par exemple au bout de 3 fois, tu essayes pendant 10 secondes, et voilà, pour essayer de donner des billes aux jeunes, de se dire là je pense que j'ai pas compris parce que j'ai essayé plusieurs fois et voilà, je bloque toujours, j'arrive pas à enchaîner la tâche. Voilà, alors certains y arrivent, d'autres non. Donc c'est aussi l'importance aussi de sensibiliser un petit peu l'entourage scolaire et professionnel. Parfois, des jeunes vont pas arriver à dire je n'ai pas compris, donc d'être vigilant sur le fait qu'il a bien compris en lui montrant, etc. Et puis en restant un petit peu au début avec lui pour voir si effectivement il arrive à enchaîner la tâche qui lui est demandée. Voilà, et l'importance des stages, parce que même si le jeune bénéficie d'ateliers au sein du lycée, l'expérience professionnelle va être là où le jeune va pouvoir répéter quotidiennement le geste qui est attendu. Voilà. Malheureusement, au lycée professionnel, ils vont avoir un atelier 1 fois par semaine. Voilà. Alors qu'en situation de stage, si par exemple il doit aller désherber, c'est peut-être tous les jours qu'il va devoir aller désherber quand il va prendre son poste. Voilà. Et l'autre point important, donc même une fois qu'on a terminé sa formation professionnelle, ou même pendant, il y a la question effectivement de la question de l'emploi qu'on va commencer à travailler. Vous pouvez passer à la... Merci. Et donc, ce qui va être important, c'est essayer de mettre un petit peu en avant, les compétences du jeune, essayer de se vendre. Malheureusement, c'est aussi la réalité aujourd'hui. Il faut pouvoir mettre en avant un petit peu ses compétences sur son CV et sa lettre de motivation. Donc là, j'ai mis un petit peu quelques exemples de compétences qu'on peut retrouver chez beaucoup de jeunes TSA. La question de la rigueur. Voilà, il faut que la tâche, elle soit... Si on lui a montré qu'elle était comme celle-ci, elle va être comme celle-ci. Elle ne va pas être comme celle-là, mais vraiment comme celle-ci. Le respect des règles et des procédures, l'hypercompétence. Je pense que des exemples, il y en a plein. Au CESAT, j'accompagne un jeune qui, en informatique, est très doué. Il a été un petit peu autodidacte. Il a appris de lui-même en démontant, en remontant, etc. Et quand il faisait ses stages dans le cadre de sa formation en bac pro, en fait, on ne lui apprenait pas grand-chose parce qu'il savait déjà pas mal de choses. Alors, ça se complique un petit peu quand on commence à lui demander, quand il n'a pas accès à des logiciels qu'on peut trouver dans le grand public et que c'est des logiciels un peu spécialisés, etc. Donc là, effectivement, ça lui demande à lui, pour le coup, j'ai envie de dire, de s'adapter, d'apprendre de nouveaux éléments. La question de la loyauté, ce n'est pas des jeunes qui vont... partir au bout de 6 mois parce que le salaire chez Tartampion, il lui propose 20% de plus, peut-être pas des éléments pour qu'il aura forcément en tête. Et donc, pour une entreprise, quand un salarié quitte régulièrement une entreprise pour une autre, il faut former la nouvelle personne, etc. Ça a un coût en termes de temps, financier, etc. Donc ça, c'est un aspect très, très positif pour les employeurs. Voilà, alors ensuite, il s'agit d'identifier et d'informer sur les besoins éventuels. Alors j'insiste sur éventuels parce que il peut y avoir des besoins, mais forcément, la personne n'a pas forcément le package. Il n'a pas forcément peut-être besoin du casque, d'une aide visuelle, etc. Mais peut-être besoin uniquement qu'on lui rappelle dans la journée par écrit, aujourd'hui, tu as ça à me faire, ensuite tu me feras ça, et après tu me feras ça. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin vraiment de tout le package au niveau des adaptations, au niveau sensoriel ou autre. Et un élément aussi qui est très important quand un professionnel est en entreprise ou en stage, c'est d'identifier une personne ressource et bienveillante. Dernièrement, j'ai eu le cas d'un jeune qui, alors c'est plus, il était en ESAT, mais vraiment passé du coq à l'âne où vraiment il était en lycée, il est repéré, il a ses repères.
Au CESAD, il connaît un peu tout le monde. Il est, je pense. Alors c'est un jeune pour qui la communication n'est pas efficiente. Donc il s'est retrouvé en ESAT et on l'a senti les 3 premiers jours. En fait, il connaissait personne. Et moi, j'ai vu un jeune que j'ai jamais vu auparavant. On voyait il montrait des signes de troubles du comportement. Il pouvait crier, des choses. Moi, ça m'a interpellé parce que vraiment, je le voyais tous les jours. Et voilà. Et donc, c'était peut-être quelque chose que j'avais pas. À ce moment-là, je n'avais pas insisté ou je ne m'étais pas assez rendu compte, c'est d'identifier quand même une personne ressource et bienveillante. Et peut-être qu'en amont, j'aurais dû aller avec le jeune, visiter l'établissement, mais surtout de repérer avec lui une personne qui lui-même, il aurait pu interpeller en cas de besoin. Voilà, pour essayer de le rassurer sur ses premiers jours de stage. Et il lui a fallu vraiment 3 jours pour repérer les monitrices, qui étaient pourtant, pour le coup, vraiment top à l'ESAT Laroux. Voilà. Ensuite, je vous mets quelques dispositifs sur l'aide à l'emploi ou dans l'emploi. Donc, on va dire les dispositifs un petit peu habituels. Je ne vais pas dire droit commun parce que ça serait faux de dire ça. Mais il y a la mission locale, France Travail. Alors, l'AGFIP, ça va être plus sur les aménagements de postes. Cap Emploi, donc normalement, c'est les personnes qui accompagnent les personnes qui ont une RQTH auprès de France Travail et non plus Pôle emploi. Voilà, et quelques dispositifs spécialisés, donc la plateforme emploi autisme de l'EPNAC. Bon, il faut pour le coup une notification, l'ADAPT également, et AspiJob qui accompagne des jeunes sans notification, si je dis pas de bêtises, ça n'a pas changé, et ce que j'avais bien compris, sans déficience intellectuelle. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai essayé d'être suffisamment rapide, mais pour laisser un petit temps, pour savoir si vous aviez des questions par rapport justement à l'accompagnement des élèves avec un trouble du spectre de l'autisme. Une question ? Écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Ah, s'il y a une question ? Et maintenant, oh là, oui, là c'est top. Pardon. Oui, ma question c'était, vous accompagnez des jeunes plutôt sur du spectre, enfin, avec déficience intellectuelle ou sans déficience intellectuelle? Alors, notre CESAD, oui. Avec et sans déficience intellectuelle. Voilà. Donc le service pour lequel je travaille s'appelle le Pôle Prévia, donc préparation à la vie d'adulte, donc on accompagne de 16 à 20 ans. Alors il y a la question de l'emploi qui est importante dans la mesure où c'est forcément dans la vie de quelqu'un, travailler c'est une question très importante, mais on accompagne aussi sur l'aspect social, sur l'autonomie au domicile, etc. Voilà. Mais vraiment, nous, la particularité de notre service, c'est l'aspect professionnel. Voilà. Pas d'autres questions ? Je pense un petit peu avoir fait le tour. Voilà, écoutez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, si besoin, nous sommes au stand d'AFG Autisme. Merci. Merci. Ah oui, bien sûr. On va demander à la régie d'enchaîner, si c'est possible, avec la vidéo de Nicolas. Bonjour, moi c'est Nicolas. Je suis autiste et j'ai un trouble du langage. Mais j'ai du courage, je veux travailler pour gagner l'argent. J'ai été en Ulysse, au CESAD et en ESAT hors mur. Depuis que j'ai 14 ans, je fais des stages. Encore et encore et encore des stages. 20 stages. J'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont appris des règles du travail. Mais voilà, même après une formation de 200 de cuisinier à Capucine et Gaston, il n'y a toujours pas de place pour moi. Et je suis triste. Mais un jour, j'ai rencontré le directeur de McDonald's
et leur formation anti-work. Moi, j'adore le McDonald's et je suis fan de Bob l'éponge. Des fois, c'est le rush. Il faut tout nettoyer. Satisfaire les clients. Mais moi, j'ai compris. Et je fais de mon mieux pour aider mes collègues. Et ça y est, aujourd'hui, j'ai 24 ans, j'ai le ticket d'or, le CTI. Je suis heureux d'être occupé à temps partiel et d'être utile. Alors, en ce jour du 2 avril 2024, à tous ceux qui cherchent une place et désespèrent, je dis... Récit, ouvre que tu utilises, cherche ton bonheur partout, voir aussi tout le monde est connu. Résiste, il faut que tu assises, ce monde n'est pas le tien, viens, à toi tu ne persises. Résiste, tant de liberté, pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu fais tout, change ton carré en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Merci à Nicolas pour ce beau témoignage. Moi qui l'ai rencontré fréquemment à Capucine et Gaston, il a bien su rebondir après la fermeture de ce restaurant qui nous a beaucoup attristés d'ailleurs, mais la vie est ainsi faite. On voudrait maintenant écouter Marie-Laure Durand. Voilà, de SEPR, qui va nous présenter l'accompagnement des personnes TSA avec les diverses formations proposées par SEPR. Vous avez des slides ou... Ah d'accord. C'est la régie qui nous passe les slides ? Bonjour à tous, moi je suis Marie-Laure Durand, je travaille à la SEPR. C'est un lieu de formation qui se trouve à Grange-Blanche à Lyon, avec une antenne également à Annonay en Ardèche. On est un centre de formation pour apprentis, pour la grande majorité des personnes qui sont présentes. Il y a à peu près 4000 personnes à la SEPR qui se forment. Et il y a également un lycée professionnel des métiers de l'art et de l'image. Alors, si on a les slides, vous verrez les différents métiers de la SEPR, parce que je ne vais pas tout vous décrire ici, mais on a plein de métiers différents. Au niveau du lycée, on a des formations en numérique, on a des formations en communication visuelle, mais on a aussi des formations en bijouterie, en ébénisterie. Et au niveau du CFA, c'est tellement vaste qu'on ne va pas passer tout le temps là-dessus. En fait, on accueille, le message que je voudrais vous passer aujourd'hui, c'est vous dire qu'ici, on accueille, à la SEPR, on accueille des personnes avec autisme dans toutes les formations. Il n'y a pas d'interdit. On ne dit pas, cette formation, elle est plus pour les autistes, celle-là, elle est moins pour les autistes. Ce n'est pas du tout le propos. En fait, on accueille des jeunes ou des moins jeunes, parce qu'on est aussi dans la formation continue, avec un projet, et on essaye de voir si ce projet, on peut l'accompagner jusqu'au bout de la formation. Ça marche avec pas mal de jeunes, avec des petites choses qu'il faut mettre en place auparavant. Il y a des choses qu'il faut faire avant, et puis il y a des choses qu'il faut faire pendant,
pour préparer l'après. C'est un petit peu ça le travail. On a besoin de préparer l'arrivée, parce que comme le disait mon prédécesseur tout à l'heure, on n'arrive pas trop dans l'inconnu. C'est souvent source de grand stress et d'angoisse, et du coup, ce n'est pas nécessaire qu'on fasse ça. Donc, à la SEPR, on essaye d'accueillir les personnes avant leur arrivée dans la formation, que ce soit pour le lycée ou pour le centre de formation d'apprentis ou pour la formation continue. Dans la mesure du possible, on essaie de rencontrer la personne avant, de visiter les locaux avant, de rencontrer les formateurs avant et d'avoir, comme on le disait tout à l'heure aussi, un repère, une personne ressource, d'avoir identifié un petit peu qui c'est qui va pouvoir nous renseigner quand on a un souci. Alors, la première porte d'entrée pour les personnes, c'est le service handicap de la SEPR, et c'est ce service-là que je représente aujourd'hui. On est 4 à Lyon, une personne à Annonay, pour pouvoir accompagner justement les personnes qui sont en situation de handicap et qui vont avoir besoin justement d'anticiper un petit peu leur arrivée chez nous. Ensuite, on a Ensuite, on a besoin aussi d'accompagner avant, si possible, de faire des mini-stages, ce qu'on disait tout à l'heure. On a besoin de faire des journées portes ouvertes, si possible. On a besoin de se connaître, voilà, et que le jeune connaisse aussi un petit peu ce qui se passe à la SEPR. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que la formation professionnelle? Tout à l'heure, on parlait des représentations des métiers. C'est vrai que c'est important d'aller voir ce que c'est. Aux dernières journées portes ouvertes, j'ai un jeune qui me disait, un jeune qui a 14 ans et demi, 15 ans à la fin de l'année 2024, qui voudrait faire de l'apprentissage et qui me dit « je veux être luthier guitare ». Autant vous dire que c'est un métier très rare, mais c'est un joli métier, c'est un métier possible à la SEPR, mais ça s'anticipe, surtout quand on est jeune comme ça. Donc en fait, il faut qu'on travaille un petit peu aussi en amont le projet. Ça y est, c'est parti. Comme ça, vous voilà. Ça va dérouler de toute façon pour que vous voyez les métiers. Ensuite, effectivement, ce qui est important aussi, c'est qu'avant l'arrivée, on informe aussi des équipes pédagogiques qui vont accueillir ces jeunes, que ce soit en apprentissage ou au lycée, et qu'on puisse rassurer tout le monde, parce que ce n'est pas non plus toujours évident pour les formateurs d'accueillir des personnes qui ont des besoins particuliers et de pouvoir répondre à ces besoins avec de la sensibilité, avec de la bienveillance, mais pas dans la charité charitable juste pour vraiment faire de la formation et vraiment accompagner un projet. Et ensuite, on travaille aussi avec les partenaires en amont, avec les CESAD quand il y a, avec les IME quand il y a, avec les familles bien sûr, et avec les jeunes. Et puis quand on est dans la formation, une fois qu'on est rentré, on est aussi accompagné. On accompagne en classe, il peut y avoir des AESH, on accompagne les équipes, il peut y avoir des temps de formation. La semaine prochaine, on organise à la SEPR une Handy Week, une semaine dédiée à la sensibilisation au handicap pour tout le monde, pour toutes les personnes qui vivent sur le campus de la SEPR, aussi bien à Annonay qu'à Lyon. Ce qui fait qu'en fait, alors on ne va pas parler que d'autisme la semaine prochaine, mais on va en parler un petit peu quand même. On aura l'association J'aime Partage qui vient lundi après-midi. Et c'est un vrai témoignage sur ce qui se vit quand on est porteur d'autisme. Ensuite, on a des temps de formation aussi ponctuels pour les équipes, pour les jeunes, pour que tout le monde comprenne un petit peu pourquoi on a dans cette classe de terminale communication visuelle un jeune qui de temps en temps a besoin d'être assis sous la table parce que c'est comme ça qu'il s'isole du bruit, c'est comme ça qu'il s'isole un petit peu et qu'il arrive à se reconcentrer, à se mobiliser. C'est aussi comme ça parfois qu'on est obligé de toquer un petit peu sur sa table pour rentrer en communication avec lui. Tout ça, ça s'apprend un petit peu. C'est des exemples que je vous donne, c'est du quotidien. Ce jeune, il est actuellement en terminale Bac Pro communication visuelle. Il est à la SEPR depuis 3 ans. Il ne parle pas ou très très peu, avec très peu de personnes. Il est capable de communiquer, mais pour l'instant pas avec son groupe classe.
mais il va passer son bac et il a accepté de passer les épreuves orales. Donc en fait, on est quand même dans une progression qui est quand même relativement intéressante pour cet élève. Ensuite, on a effectivement besoin, voilà, ça explique qu'on a vraiment besoin de former et d'accompagner aussi les formateurs. Voilà. Ensuite, on travaille beaucoup aussi avec les entreprises, parce que nous, on est sur le secteur aussi de l'apprentissage. Un grand nombre de nos apprenants sont des apprentis. Je rebondis aussi sur ce qu'a dit mon prédécesseur. Effectivement, l'apprentissage, on n'y pense pas toujours. Ça marche. Un certain nombre de jeunes porteurs d'autisme sont dans l'apprentissage et ça fonctionne. Je ne vous dis pas que c'est un long fleuve tranquille, hein, ça ne marche pas toujours. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses à réajuster, mais ça marche. Alors ça marche aussi parce que des entreprises sont partie prenante, mais parce qu'aussi elles sont accompagnées. Donc on travaille avec la GFIP, on travaille avec la Chambre des métiers, on travaille avec un certain nombre de partenaires, également les CESAD, pour que tout se passe bien en entreprise. On peut accompagner aussi les jeunes avec des professionnels, des orthopédagogues pour travailler tout ce qui est organisationnel. On fournit aussi du matériel, hein, des casques anti-bruit, des lunettes, tout ce qui peut permettre de s'isoler un petit peu et de travailler. Mais ça peut fonctionner aussi. Voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir, il faut oser. Il faut oser aller vers la formation professionnelle, il faut oser pousser un peu les portes, il faut oser parler de son parcours. Il ne faut pas nier les difficultés, il faut faire avec. Mais ça, voilà, les cas d'échec, c'est quand on ne dit pas. Quand on ne dit pas qu'on a des difficultés, là, les entreprises, comme les lieux de formation, le prennent, excusez-moi l'expression, un petit peu en pleine figure, et c'est compliqué. C'est surtout compliqué pour la personne qui le vit, hein, la personne en situation de handicap. Du coup, il faut vraiment arriver à communiquer sur ces difficultés. Si la personne ne peut pas le faire elle-même, bien qu'elle soit accompagnée pour le faire, mais c'est important qu'on avance ensemble et qu'on parle ensemble des choses qui marchent. Un autre message aussi que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est important qu'on ait, confiance les uns en les autres et qu'on puisse se dire, voilà, on va faire un bout de chemin ensemble, on n'ira peut-être pas au diplôme, on n'ira peut-être que sur des attestations de compétences, mais c'est pas rien quand même des attestations de compétences, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. On ira peut-être vers une insertion professionnelle ou peut-être pas encore, il faudra peut-être une étape de plus, mais ce qui est important, c'est qu'on se fasse confiance pour dire on va un petit peu plus loin tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça aussi qu'on change un peu le regard sur les personnes. Je vous propose aussi, en conclusion, le témoignage de Claude. Claude, c'est une apprentie qui est en DUST, préparateur en pharmacie, qui est une apprentie déjà un petit peu plus âgée que la moyenne des apprentis de la SEPR. Mais c'est intéressant justement parce que Claude, elle a essayé des choses. Elle a fait un temps de formation, une première formation, elle a travaillé, et puis elle est repartie dans la formation. Et c'est aussi important de savoir ça, de se dire que, tout à l'heure je disais, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est pas linéaire non plus. On ne dit pas, je sors de collège, je vais forcément faire une formation bac, et puis après je vais forcément aller travailler, et puis je vais rester dans le métier dans lequel je me suis formée, etc. C'est pas tout à fait ça en fait. On a le droit de changer, on a le droit d'expérimenter, on a le droit d'essayer des choses. C'est pas toujours facile pour les personnes autistes de se dire, oh là là, je me suis trompée, il faut que je réessaye autre chose, et de se remettre en projet. C'est là aussi qu'on est là, c'est aussi notre travail à nous d'accompagner cette démarche-là. Il y a plein de personnes qui font ça. Si on interroge les gens autour de nous, il y en a plein qui ne font pas le métier pour lequel ils se sont formés. C'est quelque chose de très classique dans la société. Ce n'est pas aussi facile à entendre quand on est autiste, mais c'est important de le savoir. C'est important de se dire qu'on a le droit de changer, on a le droit de changer de vie, on a le droit de changer de formation et on a le droit de se former à tout âge. Et l'apprentissage, quand on est porteur de handicap et qu'on a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il n'y a pas de limite d'âge. On peut se former en apprentissage tout au long de sa vie. Donc c'est aussi quelque chose à savoir, en se disant, voilà, j'ai essayé ça, ça fonctionne, tant mieux. J'ai envie d'essayer autre chose, et je peux. Voilà. Je vous laisse lancer le film de Claude. Est-ce que la régie...
Est-ce que je peux vous demander dans quelle formation vous êtes? Je suis en DUST, préparateur en pharmacie. D'accord. Depuis combien de temps avez-vous connaissance de votre trouble? Depuis, officiellement, depuis, ça y est, j'ai 6 ans. D'accord. Ok. Depuis combien de temps vous êtes en formation ici à la SEPR? Alors, la formation de DUST a débuté à l'automne dernier. D'accord. Et sinon, j'avais déjà fait une formation il y a 1 an ici, toujours dans le milieu de la pharmacie, mais en tant que logisticienne. D'accord. Est-ce que vous avez des aménagements dans cette Oui. formation? D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, j'ai des aménagements pour les examens. J'ai la possibilité de passer mes examens dans une salle isolée avec des lumières tamisées ou voire éteintes. Donc sans bruit, sans mouvement, sans lumière. J'ai droit à mon casque pour minimiser le bruit environnant. J'ai mes lunettes également qui me permettent de ne pas être trop gênée par les éclairages. Et puis, j'ai le tiers-temps aussi lors des examens. Et il y en a un que je n'ai pas encore testé, c'est le robot pour pouvoir faire les cours en distanciel. Parce qu'il y a certains après-midi où je suis vraiment très fatiguée. Et je pense que ça, je vais peut-être le tester. D'accord. Est-ce que vous trouvez que vous êtes entendu, vous vous sentez écouté dans la prise en compte de vos besoins dans ce centre de formation? Oui, par les profs, en fait, l'équipe pédagogique, oui, ça, et le service handicap, oui. Après, tout le monde n'est pas au courant de ce qu'est l'autisme et des particularités qu'on peut avoir. C'est pour ça d'ailleurs que bientôt, il y aura une sensibilisation auprès de mes camarades de promotion concernant ce handicap en particulier. Il y aura une intervention de Aspijob, donc pour expliquer un peu pourquoi je ne mange pas avec les autres, pourquoi j'aime bien être toute seule, pourquoi il ne faut pas se parfumer en cours, voilà, des choses comme ça. D'accord. Est-ce que c'est facile les relations avec les personnes de votre promotion? Oui, c'est assez simple. De toute façon, vu que j'ai commencé les cours avec 1 mois de décalage par rapport à eux, ça fait que ils avaient déjà créé des groupes entre eux, des liens entre eux, et moi forcément ça me va comme ça parce que du coup ça me permet de rester à part. D'accord. Je vais dire, oh, c'est parce que vous avez déjà créé des liens entre vous, mais en fait la vérité c'est que je suis bien aussi toute seule. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui vous pèsent dans cette formation? Le bruit. La fatigue, en fait, c'est le bruit. C'est au niveau sensoriel, c'est ce qui est le plus compliqué. Oui, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup d'élèves, donc ça fait beaucoup de mouvements. Les interclasses et les temps de pause du midi sont parfois compliqués, mais bon, heureusement, il y a des endroits aménagés pour que je puisse récupérer, que ce soit à l'infirmerie ou dans les salles à côté de la bibliothèque où j'ai à côté de la médiathèque où je peux me mettre dans la pénombre au calme, donc où je peux récupérer en fait. D'accord. Est-ce que vous pensez que votre TSA est bénéfique dans vos apprentissages? Et bénéfique? Est-ce qu'il vous apporte quelque chose? Oui, c'est un handicap d'un côté, mais c'est aussi une force parce que j'ai ce qu'on appelle la mémoire autistique. Donc, en fait, même en ayant commencé les cours avec un mois de retard, j'arrive à mémoriser énormément d'informations et à rattraper le retard. Donc, je sais que ça, c'est un point fort. Et puis aussi, c'est
un intérêt spécifique. Donc ça m'intéresse beaucoup et ça fait que à partir du moment où on a trouvé quelque chose qui nous intéresse vraiment et qui nous passionne, c'est beaucoup plus, ça se passe très bien, ça c'est très simple et c'est fluide malgré les difficultés sensorielles ou organisationnelles. Après, c'est... Voilà. Super, merci beaucoup. De rien. Voilà, un grand merci à Claude d'avoir participé. Alors, on a d'autres témoignages à la SEPR que vous verrez dans l'autre salle, notamment celle de Martin. Martin, c'est un formateur en pâtisserie qui a formé une jeune fille qui est aussi également avec TSA. Ça n'a pas été simple avec cette jeune fille parce que c'était compliqué. De se retrouver dans un atelier pâtisserie, il y a plein de choses qui touchent au sensoriel en pâtisserie, mais c'est intéressant d'écouter son témoignage aussi. Et puis le message aussi, c'est que cette personne, cette apprentie, elle n'est plus à la SEPR, elle a été embauchée, elle travaille à Auchan et en fait elle a un CDI et elle est pâtissière. Donc en fait, voilà, c'est aussi ça, l'accompagnement. C'est pas s'arrêter au temps de formation, c'est essayer de préparer l'avenir. Alors ça ne matche pas avec tout le monde et ça ne marche pas tout le temps, mais on essaye en tout cas d'accompagner au mieux les personnes. Et puis, ce qui est important aussi, c'est tout à l'heure je disais, il faut oser frapper à la porte des centres de formation et des lycées professionnels parce que oui, les jeunes porteurs d'autisme ont leur place dans ces formations-là, mais il faut oser aussi aller vers tout type d'entreprise et pas se fermer trop de portes. Au contraire, essayer d'en ouvrir le maximum parce que des grandes entreprises auxquelles on ne penserait pas qu'on peut être pâtissier chez Auchan. Bah si, on peut être pâtissier chez Auchan, on peut y réussir sa vie et on y a souvent sa place parce qu'il y a des mission handicap dans ces entreprises. Voilà. Alors, je ne fais pas de pub particulièrement pour ce supermarché-là. J'y fais même pas mes courses, vous voyez. Mais c'est juste parce que, voilà, pour vous dire que ça existe. Il y a des petites entreprises qui sont bienveillantes et qui vont accompagner sur des métiers bien particuliers. Et puis, il y a des grandes entreprises qui font aussi le job. Et c'est intéressant, quand on cherche un apprentissage, de se dire qu'il n'y a pas que les petits artisans. Il y a aussi des grandes entreprises qui peuvent le faire. Il y a des entreprises du secteur public aussi avec lesquelles on travaille. On travaille avec les restaurants du Crous, par exemple, avec lesquels c'est aussi facile de travailler avec des personnes qui sont TSA. Voilà. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci en tout cas. Oui, il ne faut pas hésiter à poser des questions parce que comme on a un peu d'avance en plus, vous avez tout le temps de pouvoir répondre à nos questions puisque c'était la dernière mini-conférence de cette matinée, donc il ne faut pas hésiter. Sinon, on vous libère pour ce matin. Merci beaucoup encore. Et puis, on vous dit à tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est 14h ou 14h. 14h pour la reprise des mini-conférences. Merci beaucoup.